Les vraies voix qui font bosser la France. Les vraies voix qui font bosser la France, on est très heureux de vous accueillir dans cette émission, puisque vous savez que rebondir, c'est entreprendre. Avec ce thème aujourd'hui des rebondisseurs, doit-on créer une culture du rebond à l'école et dans les formations? Alors pour en parler, Isabelle Saladin est avec nous, présidente des rebondisseurs français. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, Jean-Marc Barqui, président cofondateur de Sticoica, PME industrielle. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et on s'est demandé effectivement sur cette question, doit-on créer une culture du rebond à l'école dans les formations? On va en parler bien entendu avec vous. Et d'abord on va parler un peu de votre parcours, Jean-Marc, parce qu'il est assez étonnant et très inspirant. Vous vous dites autodidacte et vous avez évolué dans la société, dans votre carrière jusqu'à devenir aujourd'hui chef d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand même un peu cette ligne de l'autodidacte finalement qui a réussi et qui peut inspirer les autres? Alors d'abord, autodidacte, j'utilise ce terme souvent parce qu'en France, si on n'a pas fait des études un peu longues, en gros, on démarre avec pas grand-chose. Donc moi, le seul vrai diplôme que j'avais jusqu'à plus de 40 ans, c'était un BEPC. Vous aviez aussi le permis de conduire? Après. Sinon, ça voudrait dire que je roulais sans permis. C'était un grand patron français qui disait ça, l'ancien patron Gérard Bourgoin, il disait « Mon seul diplôme, le permis de conduire ». Il avait plusieurs milliers de salariés. Parce que moi, le BEPC, je pensais que c'était un vaccin. Alors du coup, effectivement, j'avais un BEPC, j'ai raté plusieurs fois, j'ai pas réussi à avoir de baccalauréat, mais qu'importe. Ce qui est intéressant, c'est pas ça, et c'est pour ça que le rebond, quand j'interviens sur ce sujet, je dis mon rebond, il a commencé presque à l'école maternelle. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas le même cerveau que tout le monde, vous êtes différent. Moi, j'étais gaucher, donc déjà gaucher dans les années 70, c'était grave, il fallait rééduquer, donc c'est déjà un souci. Et comme je devais déjà être rebelle ou à peine ou en conception, et je me suis retrouvé finalement à refuser d'être rééduqué. Et donc, au lieu de vouloir écrire de la main droite, je suis resté à écrire de la main gauche, et voilà. Donc déjà, on n'est pas dans la norme, c'est ça que vous voulez dire dans votre carrière? Je pense qu'on est nombreux en fait à pas être dans la norme, sauf qu'aujourd'hui on commence à en parler un peu plus, on commence à s'intéresser notamment dans le système scolaire à des enfants qui sont pas tout à fait comme tout le monde. Et malgré tout, quand on voit le développement notamment y compris dans notre entreprise, des gens qui envoient des familles qui envoient leurs enfants dans le privé, ils l'envoient dans le privé parce qu'ils pensent qu'il y a un peu plus de règles, un peu plus d'encadrement et puis un peu plus d'écoute. Pour que ces enfants-là, qui sont un peu pas comme tout le monde, ils puissent être accompagnés et suivis. Et je pense que c'est ça. Et le premier échec, je pense qu'il est scolaire pour beaucoup d'entre nous, et c'est là où on a du mal à rebondir. Isabelle Saladin, c'est pour ça que je voulais poser cette question, de cultiver l'art de l'échec peut-être un peu plus tôt, et ça nous permettrait dans sa vie de le vivre autrement. Alors qu'il est parfois salvateur, souvent salvateur. Ouais, même si le mot échec, ce qui me gêne dans ce mot-là, c'est qu'il est statique en fait. C'est vrai. Et ça, c'est le vrai problème en fait, justement. C'est pour ça que j'évite, c'est pas juste une vue de l'esprit. C'est qu'en fait, le mot rebond, c'est justement, ok, et donc, comment on avance? Et effectivement, à l'école, Jean-Marc l'expliquait dans son cas de figure, et évidemment, on ne commence pas à créer des programmes comme ça où les rebondisseurs, si on n'a pas son histoire personnelle. Oui. Mais moi, je suis 10 tout, alors je fais les 3 10, comme ça au moins c'est réglé. Ah oui. Oui, bon. Voilà. Donc on est un peu bizarre. De toute façon, quand on est entrepreneur, il y en a beaucoup qui ne sont pas dans les cases, qui ne sont pas dans les normes. Mais l'esprit rebond, en fait, il est au démarrage de la vie, mais il est surtout utile dans tout. On le connaît très bien chez les sportifs. Là, j'ai rien à leur apprendre, mais c'est la base. C'est même la base, j'ai envie de dire. Être mené de 2 buts et en marquer 3. Dans tous les sports, on prend tous les sports, c'est exactement la même chose. Et en fait, à l'école, le sujet n'est pas ok, je vais réussir, je vais pas bouger les chiffres. Ok, et so what? Comment je fais pour rejoindre le point? Comment je fais pour rejoindre le cap? Et surtout, dans un monde où on parle depuis 5-6 ans beaucoup d'entrepreneuriat, la vérité, c'est que c'est pas le monde des bisounours. C'est que de toute façon, il va y avoir un besoin de rebondir. Et plus on l'apprend tôt, moins il y a de la casse personnelle. Oui. Jean-Marc Barqui, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un peu un parcours, on va dire, à l'américaine? Parce qu'aux États-Unis, on se fiche complètement du diplôme sur un CV. On vous reçoit pour un entretien d'embauche et on vous dit « Qu'est-ce que tu as dans les tripes ?» Vous arrivez à vous vendre, on vous dit « Tu commences demain matin, 8h, et en avant Guingamp. »
Alors, je me considère effectivement comme beaucoup plus anglo-saxon dans ma culture. D'abord parce que j'avais un papa, enfin nous avions un père qui a bossé qu'avec des sociétés étrangères. Et le premier stage qui m'a fait, ou la première expérience professionnelle qui m'a fait tomber amoureux de l'industrie, c'est un stage au nord de l'Écosse, au fin fond d'Inverurie, au-dessus d'Aberdeen. Ah oui, là c'est vraiment le grand nom là. N'en dites pas plus. Et il faisait froid. Et quand j'ai demandé à rencontrer le patron de la boîte, je me suis dit, j'avais donc été envoyé avec une recommandation, et moi je m'attendais à voir quelqu'un avec un costume, une cravate, enfin voilà, à la française quoi. Et on m'a dit, faut aller dans l'usine là, par là-bas, et je suis tombé pour faire court sur un type qui était à quatre pattes dans une combinaison, non pas de plongée, mais une combinaison pour bosser, et il avait des mains en train de remettre sa machine à papier en route quoi. Et là il m'a dit, voilà, c'est moi Thomas Tate. Et alors j'ai dit nice to meet you avec un accent pourri puisqu'à l'époque je parlais mal. Et puis je me suis rendu compte que cet homme il était juste standard, simple, et le soir, ça c'est la version Côte d'Azur. Et le soir en gros il emmenait, il pouvait aller boire un pot avec un opérateur machine, etc. Donc là je me suis dit finalement le monde anglo-saxon on peut le critiquer, et en tout cas en Angleterre et en Écosse ou en Irlande, parce que j'aime bien aussi l'Irlande, j'ai des amis là-bas, et c'est vrai qu'il y a ce côté où on s'occupe pas du vernis en fait. Oui. Moi j'appelle ça le vernis, et effectivement quand je suis arrivé il m'a dit tell me your story. What do you want to do? Et là, je me suis dit, il m'a pas parlé d'école. Donc, comme j'avais été un peu traumatisé par le sujet, ça m'a arrangé. Mais est-ce que les premières personnes avec qui on se heurte, finalement, c'est ses parents? C'est-à-dire que quand on n'est pas dans la lignée des études, certains cassent un peu leurs enfants. C'était pas vrai chez nous, parce que notre grand-père, que j'ai pas connu, avait dit à mon père qu'il ferait HEC au bureau. C'est-à-dire que mon grand-père avait créé une boîte qui était agent commercial dans le papier et les cartons, ça s'appelait agent de fabrique à l'époque. Notre père, lui, il voulait pas faire ce métier-là spécialement, mais il aurait bien fait. Métier où il faut être motivé parce que 100% du salaire est la commission. Hein. Exactement. Donc nous, on a appris à travailler comme ça, et on a appris ce métier-là. Mon frère, d'ailleurs, a repris une boîte qui est centenaire aujourd'hui, parce que notre société familiale, Barkey & Jonesy, elle a 100 ans, 106 ans, 1919, donc 107 ans. Vous les faites pas. Et notre père, merci, je lui dirai, je l'ai vu tout à l'heure, et pour sourire, il a fait donc HEC au bureau, et mon père a été frustré parce qu'il avait fait maths LM, il était bon en maths, il avait pas, probablement, avec le recul, pas le même cerveau que tout le monde non plus, des chiens font pas des chats, il était probablement 10 d'un certain nombre de trucs, et voilà, donc ses enfants ont hérité un peu du même genre, et je dis toujours d'ailleurs que j'avais dit à un ancien ministre, une ancienne ministre, qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne devrait pas parler de handicap, mais on devrait parler d'atout. Et alors, au risque de choquer les auditeurs, je pense que quand on est 10, on peut être aussi un peu autiste, on peut être un peu de plein de choses. Et sur ce sujet-là, je pense que plutôt que de mettre les gens dans la case handicap, on devrait être dans la case, ils sont différents, mais on va se servir de leurs atouts. Mais vous avez, en français, on dit prends le risque, en anglais, on dit take a chance, pour la même chose. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a un cadre familial. Je ne prends pas mon cas particulier, parce que ce n'est pas du tout le cas. Je viens d'une famille sans diplôme et qu'entrepreneur, donc forcément le goût du risque, c'est l'inverse en fait, qui est très inquiétante chez moi. Mais par contre, aujourd'hui, quand on regarde l'association des rebondisseurs français, avec cette communauté de 6000 entrepreneurs en Hexagone et sur Outre-mer, l'île de la Réunion, on en voit, on en voit passer. Et effectivement, il y a une sorte de pression sociale qui à la base est due à une seule chose, c'est le besoin de sécurité. Ce qui peut se comprendre pour ces enfants. Alors oui, il y a une catégorie, c'est un besoin social de posture, mais en grande majorité, c'est aussi un besoin de sécurité. Le truc, c'est qu'on arrive dans un monde où il n'y a pas de sécurité, de toute façon. Enfin, moi, je trouve ça chouette, parce que ça veut dire que tout est ouvert et on peut y aller. Donc je pense qu'il faut juste être habitué à enlever cette partie sécuritaire, et c'est celui qui aura l'esprit rebond qui de toute façon aura la sécurité, parce qu'il va pouvoir s'adapter. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est capable aujourd'hui de vivre ça ? Alors ça, parce que vous avez baigné effectivement dans l'entrepreneuriat, votre père était aussi entrepreneur. J'ai baigné dans le... Oui, mais c'est un grand débat. Alors ça, je pense que tout le monde ne sera absolument pas d'accord. Et c'est assez subjectif. Je n'ai jamais rencontré une personne qui n'était pas capable. Je connais juste des gens qui n'en ont pas l'envie. Oui. Ce qui est très différent. Et l'envie, ça ne veut pas dire vouloir. Il y a une petite différence entre j'aimerais bien et je veux. Par contre, les personnes qui veulent, et d'ailleurs je remarque que moins les personnes ont de diplôme et moins les personnes ont forcément des exemples ou une pression sociale,
plus c'est facile. Est-ce que pour les rebondisseurs, finalement, la phrase qui pourrait le mieux les représenter, c'est une citation de Nelson Mandela: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est une des premières qu'on a utilisées à la création de l'assaut en 2018. Ça fait à chaque fois que vous la sortez, celle-là. Mais je trouve qu'elle est très belle. C'est la seule qui connaît. Absolument. Mais c'est beaucoup... Merci. Non mais ça va être dur pour rebondir. Non mais je plaisante. Oui, c'est exactement ça, mais en dehors de la phrase, parce que lui il a vécu forcément quand ça vient de Nelson Mandela. Bon, il y a une histoire, mais réellement, je pense que après c'est très philosophique, mais l'être humain il est sur Terre, voilà, le passage, on peut faire plein de choses. Par contre, il y a une vraie différence entre j'aimerais bien et j'ai envie. On va revenir sur cette phrase dans quelques instants. On fait une petite pause et on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Les vraies voix qui font bosser la France. Les vraies voix qui font bosser la France. Oui, les vraies voix qui font bosser la France, vous connaissez les rebondisseurs français qui déploient un kit pédagogique du rebond dans l'enseignement supérieur, et ça c'est très important. Et pour en parler, Jean-Marc Barky qui est avec nous de la société Stikoya, et on est ravis d'accueillir. Isabelle Saladin est avec nous aussi, présidente des rebondisseurs français. Ces rebondisseurs aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, c'était quoi? Alors j'imagine qu'à un moment donné, il faut s'accrocher à quelque chose et se dire, aller chercher les gens là où ils sont et créer des ponts. En fait, c'est parti d'une conviction très forte de la communauté des rebondisseurs français, de se dire tout ce qu'on connaît aujourd'hui, le monde qui arrive aujourd'hui, les complexités économiques qu'on vit tous, parce que tout le monde a une entreprise à côté, il n'y a que des bénévoles chez les rebondisseurs français. Si on commence à l'apprendre à l'école, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris en fait. Donc si on commence à l'apprendre à l'école, déjà, on va limiter la casse pour après, c'est la vraie vie, et on va pouvoir créer une culture mentale du rebond, comme on peut connaître dans les pays anglo-saxons. Et donc en partant de là, on a commencé à sonder un peu la communauté d'entrepreneurs qui seraient prêts déjà à y aller, parce qu'il faut avoir du temps, il faut plein de choses, parce qu'en période de crise, on a plein de choses à gérer dans nos entreprises, qui a envie de transmettre. Et on a créé un kit dédié, avec un peu de côté interactif quand même. Quel rebondisseur êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt Rocky ou Jean-Claude Duss? Voilà. Même si c'est des références de vieux. Philippe David. Ah, vous parlez de Rocky, merci. Même si c'est des références, ça fait rire, mais pour savoir, bien sûr. avec évidemment des témoignages et retours d'expérience réels, rien de pathos, la vérité, voilà, j'ai remonté, j'ai fait un pivot, parce qu'il y a plein de façons de rebondir. Et à la fin, un suivi, avec une sorte de questionnaire, un échange. Et aujourd'hui, il y a quand même plus de 400 élèves qui ont suivi ce kit. Et ça continue sur 2026. D'ailleurs, j'en profite pour faire une part de remerciement à la Banque de France et au groupe Inextenso, sans soutien financier, on ne pourrait pas déployer ce kit. Et en fait, à la grande surprise, un nombre d'entrepreneurs dans les régions, parce que c'est partout, sur tout le territoire, se sont portés volontaires pour transmettre. Et c'était assez marrant, parce qu'en discutant, c'est pas forcément ce qu'ils transmettent à la maison. Oui. Mais ils veulent aller transmettre à l'école. Non, mais c'est assez drôle, beau, en fait. C'est assez chouette. On veut aller à l'école, on veut aller transmettre à l'école la vérité. Et en fait, les retours des étudiants, les premiers 400, on n'a pas eu 400 retours, évidemment, il y a eu 50% qui ont répondu, qui ont échangé, qui ont partagé. C'est passé deux choses. La première, c'est qu'ils ont gardé le lien avec les entrepreneurs qui sont venus. Donc ça, c'est chouette. Du mentorat, en fait. Non, c'est d'aller dire la vérité. C'est pas le but. C'était vraiment pas le but. C'est la vérité. Et le second point, c'est qu'en fait, il y a une partie qui a dit, du coup, non, c'est pas ce que je veux. Je me suis trompée. Je m'aiguillais. Je voyais ça trop beau. En fait, je suis pas fait pour ça. Et ça, pour nous, c'est une victoire. On a évité une casse. Et à l'inverse, d'autres, génial. Jean-Marc Barky, c'est vrai, c'est quand même très important. Il faudrait apprendre à rebondir dès l'école, quelque part. C'est pas parce qu'on n'a pas, je sais pas moi, tel diplôme ou qu'on peut pas faire quelque chose d'encore mieux. Cécile m'a comparé à Jean-Claude Duss, parce que finalement, sur un malentendu, ça peut marcher. Il y a un de ressemblance. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est pas ça quand même qu'il faudrait inculquer dans la tête dès le plus jeune âge. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était... J'ai 61 ans dans quelques jours. Bon anniversaire. Non, merci beaucoup. Jamais à l'avance, Philippe. Oui, mais il ne sera pas avec nous dans quelques jours. Vous l'appellerez. Nous téléphonerons. Voilà, c'est ça. Avec plaisir. Il y a quelques temps, enfin dans les années 70, 75, 80, jusqu'en 80 même, on avait des... Ça s'appelait pas des tuteurs, ça s'appelait des accompagnants, des tuteurs dans les écoles. Et on pouvait, moi je l'ai fait, j'ai des souvenirs d'enfants, d'avoir aidé mon voisin parce que j'avais fini plus vite, par exemple. Ou, à l'inverse, sur un sujet que je maîtrisais moins bien, quelqu'un d'autre venait m'aider.
Et donc il y avait cette notion d'entraide et d'accompagnement qui est une forme de tutorat, de mentorat, on peut l'appeler comme on veut, de coaching, et qu'on a perdu. On a perdu parce qu'on a individualisé les choses et on est rentré dans un système de compétition. Mais une compétition assez malsaine finalement. Parce que la compétition, moi j'en ai fait quand j'étais cavalier, il y avait un podium, mais on se tirait pas dans les pattes. On s'entraidait même. Quand vous étiez cavalier de complet, vous aviez pas la bonne mortaise pour mettre sur les fers de vos chevaux et que le terrain était gras, vous aviez un copain qui vous en prêtait une. Et donc, ce côté bon joueur, ce côté fair play, un peu à l'anglo-saxonne, c'est on prend la ligne de départ ensemble, il y aura forcément des gagnants. Ça, c'est le joli paquet, malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Alors, dans certaines activités sportives, ça se fait très bien, je suis désolé. Ça se fait même en compétition, et ça se fait parce qu'il y a un respect, parce qu'on gagne avec le panache, quoi. Mais est-ce que certaines entreprises, et c'est plutôt malin, proposent un service dans lequel on vous dit, voilà, nous, vous travaillez dans un grand groupe, si vous avez envie de voler de vos propres ailes, on est prêt à vous aider, quitter la boîte pour monter votre propre structure. Est-ce que ça, c'est quelque chose, Jean-Marc Barky, que vous pourriez mettre en place ? Alors, dans une société comme la nôtre, pourquoi pas, si quelqu'un demain décide de se lancer, on l'aidera avec nos moyens, parce que nous, on n'est pas un grand groupe, on est typiquement une PME industrielle, régionale, mais on le fait déjà à la limite quand quelqu'un veut changer de vie. Dit, j'étais au labo, je suis patron du labo, j'en ai marre, je veux balancer ma maison, mon truc, mon machin, et je me pars au Canada. Ça nous est arrivé il y a quelques années. On a accompagné ça. C'est-à-dire que le réseau qu'on a, et si tu as besoin d'un truc pour le problème du visa, si tu as ceci, si tu as cela, je veux dire, c'est ni plus ni moins que la vie, tout simplement. Et c'est ça qu'on pourrait... C'est pas le monde des bisounours, c'est la vie en général. On a la chance, nous, dans une région où les salariés sont très attachés à leur entreprise, donc ils restent très longtemps. Mais on en a qui s'en vont. On en a j'ai une autre de nos collaboratrices, Alison, elle a dit... au moment où ça bougeait un peu au niveau géopolitique, elle a dit moi je pars dans le sud de la France parce que je veux plus rester dans le nord. Bon, ok, pourquoi pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc on accompagne les gens. Je pense que c'est l'accompagnement qu'il faut mettre en place. Et ça revient à ce que les rebondisseurs font. Et quand on fait des témoignages avec les rebondisseurs ou quand Isabelle m'appelle, je le fais pour partager. Oui. Ils sont Isabelle, justement. Ils sont solidaires entre les rebondisseurs. Si un d'eux connaît un autre échec et il dit je vais me lancer dans tel secteur, ils se filent des coups de main entre eux. Écoute, là j'ai des contacts pour avoir tel client, etc. Alors déjà, c'est pas que les échecs, parce qu'encore une fois, ça peut être des succès. Non, mais il y a les pivots aussi. Est-ce qu'on considère ça comme un échec ou pas, ou un business plan de base qui, comme 99% des business plans de base, ne fonctionnent pas comme prévu. En fait, on fait tout pour être très honnête. Entre les moyens LinkedIn, les groupes régionaux, il y a quand même 12 régions présentes. Tout est fait pour échanger, mais par contre, on va pas... Et pour trouver des solutions, on a des histoires incroyables. Une jeune femme qui fermait un commerce, elle avait plusieurs boutiques, elle avait un problème de stock, ça coûtait très cher quand même, qui lui reste sous les bras. Et j'ai encore la chair de poule à chaque fois que je le raconte, parce que je trouve ça chouette. Je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je regardais les WhatsApp. Elle a mis ça, sans pleurs, sans... J'ai un problème, j'ai des stocks, ça coûte très cher. Et il y a un autre entrepreneur à l'opposé de la France qui lui a dit « Attends, ça m'intéresse ». Et au final de l'histoire, on a appris qu'ils se sont vus sans les rebondisseurs et qu'il lui a racheté son stock. C'est bête, mais du coup, ça l'a évité d'être surendetté. Elle est repartie sur autre chose, en fait. C'est génial. Mais c'est la chair de poule, c'est le but. Maintenant, on va pas non plus se mentir, parce qu'on est dans la vraie vie, et nous, chez les rebondisseurs, on se raconte pas d'histoire. C'est assez complexe, si je regarde la masse de l'écosystème, d'avoir la réalité et de sortir les dirigeants de leur solitude, alors qu'en fait, il n'y a que des pairs, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien de... et d'assumer, en fait, de prendre le temps de dire... Ouais, là, c'est un peu chaud, surtout quand... C'est un peu compliqué. En ce moment, j'ai envie de dire, je ne sais pas qui est-ce qui ne traverse pas de période un peu complexe, d'ailleurs, mais de le dire et de dire... Ok, est-ce qu'on peut prendre un café, quelqu'un a une idée, etc. etc. C'est culturellement, il y a encore un travail à faire dessus. Ça serait mentir que dire que tout se passe bien et que sur tout l'écosystème, 90% sont là. Non. Est-ce que les femmes beaucoup de boulot à sont faire. plus ouvertes sur la façon de dire, comme vous l'avez dit, cette jeune femme qui dit, j'ai des stocks, je suis pas très à l'aise, si ça intéresse quelqu'un, Est-ce que c'est plus féminin? Alors si on doit... je suis pas là pour tout genrer. Mais non, mais j'entends, mais j'ai même dire qu'il y a plusieurs, si on va mettre tout un peu essayer de structurer en bloc, c'est effectivement plus féminin et plus jeune dans la génération. C'est-à-dire qu'on remarque aussi que les plus jeunes qui ont créé plusieurs startups, qui rencontrent des vagues et autres, ont moins de problèmes de dire, là c'est chaud, j'arrive pas à faire ma levée de fonds, si je la fais pas, c'est galère, quelqu'un peut m'aider. Il y a une question d'âge et de génération également.
Et les femmes, proportionnellement, il y en a moins. Donc déjà, ce serait plus facile de dire qu'elles ont un avantage. Forcément, elles sont moins nombreuses. Et c'est la réalité, celles qui sont chez les rebondisseurs français, des business de plus petite taille en termes de chiffres et en termes de personnes. Donc proportionnellement, je dirais plutôt qu'il y a une facilité sur la nouvelle génération. Et Jean-Marc Barky, vous, justement, les femmes entrepreneurs, est-ce que finalement elles ont plus, elles se jettent dans l'eau du bain? Et les rebondisseurs, ça vous a permis un peu de réseauter quand même ou pas? Alors il y a deux questions. Ouais. Pour le prix d'une. Hein. La mienne est plus intéressante. Elle ne peut pas s'empêcher de me mettre des tacles à la gorge. Je vais garder le meilleur pour la fin. Du moment qu'il dit des trucs sympas. Je vais garder le meilleur pour la fin, donc je vais commencer par le réseautage. Donc il vous donne raison. Je ne suis pas rentré chez les rebondisseurs pour réseauter. J'ai trouvé que l'initiative d'Isabelle était intelligente parce qu'elle permettait à des entrepreneurs qui avaient pas trop mal réussi de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice et donc d'essayer de partager les bonnes pratiques et d'essayer de partager les bons moyens d'éviter de tomber, et si on tombe, comme on fait pour anticiper la chute. Et ensuite, pour rebondir sur la première question, c'est le cas de le dire, c'est les femmes effectivement ont un énorme atout et nous, par hasard, mais on a je dirais que les postes stratégiques de la société sont tenus par les femmes. Parce qu'il n'y a pas cette compétition d'ego, il y a moins ce genre de sujet quand elles restent femmes. Parce que si c'est des femmes qui jouent les hommes, ça ne marche pas. Et ça, c'est un sujet aussi, ça peut arriver. Mais nous, ce qui nous a sauvés, c'est probablement parce qu'on a failli planter la boîte en 2005. Il y a eu un souci majeur. Eh bien, on a changé notre modèle de management. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un système pyramidal, on a fait un système transversal, global, avec un mode projet où les gens doivent se parler. Et à chaque fois qu'on se parle pas, eh ben, on se casse la figure. Et ça, c'est un vrai... Je pense qu'il faut savoir prendre de la hauteur. Et le dernier conseil que je donne, et Isabelle connaît mon histoire là-dessus, c'est qu'il faut savoir non seulement lever la tête, mais prendre du champ. C'est-à-dire qu'il faut savoir être en dehors de son entreprise, laisser les équipes bosser et aller voir ailleurs ce qui se passe. Merci beaucoup Jean-Marc Barky d'avoir accepté cette invitation, président cofondateur de Stoïcoia. Merci beaucoup Isabelle Saladin, présidente des rebondisseurs français. Je rappelle que demain matin, l'invité de politique de Jean-François Aquili sera Bruno Retailleau entre 8h15 à 8h15 et je vous rappelle quand même que c'est le Grand Matin Sud Radio, bien entendu, de Patrick Roger. Dans un instant, Magali Berda dans On ne vit pas dans la même France. Et puis nous on se retrouve demain après à partir de 18h. Avec un immense plaisir, Cécile. Passez une très belle soirée. Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Zach, merci Aurore, Justine, bien entendu, François-Louis et Antoine. Voilà. Antoine, vous l'aviez dit déjà. Et on se retrouve demain à 18h. Salut. Merci à tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.